remercier d'être venu, d'avoir répondu en tout cas à notre sollicitation. Vous savez que depuis 2013-2014, la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, le mouvement ivoirien des droits humains et la FIDH accompagnent les victimes dans la procédure de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Et depuis 2018, ces procédures-là aujourd'hui ont connu, je dirais, soit une suspension, soit un arrêt, soit un non-lieu, on ne le sait pas, on attend d'être véritablement informé là-dessus. Et vous comprenez alors toute la frustration qui nous anime et qui anime les victimes que nous représentons. C'est justement dans la suite de cette action que une mission internationale de plaidoyer a été conduite par Maître Dessoif depuis le 6 jusqu'à ce jour. Et nous sommes à la fin de notre mission de plaidoyer. Il était tout à fait normal que nous puissions inviter la presse pour échanger avec elle. Donc vraiment merci d'avoir répondu en un délai aussi court, parce qu'on vous a sollicité seulement hier. Vous avez bien voulu être là aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Cette mission conjointe FIDH, LIDO et MIDH s'inscrit dans un processus long d'une dizaine d'années d'accompagnement des victimes des crimes dans le cadre de la crise post-électorale 2010-2011. Et il nous est apparu aux trois organisations, donc la LIDO et le MIDH sont membres des organisations de défense des droits humains, membres de la FIDH, ce sont les deux organisations ivoiriennes qui sont membres de la FIDH. J'aime rappeler que la FIDH compte 40 organisations membres sur le continent africain et 192 organisations membres dans le monde. Cette mission a été mise sur pied parce que se posent de réelles questions sur l'état de la justice en Côte d'Ivoire et que plus de 10 ans après les conflits post-électoraux 2010-2011, l'impunité s'est installée pour les auteurs des crimes. Et c'est pour venir examiner sur place concrètement l'état de la justice et la lutte contre l'impunité que nous avons monté cette mission de 5 jours en rencontrant différents interlocuteurs. Alors la mission a été extrêmement riche, 5 journées marathon. Nous avons rencontré plusieurs ministres, nous avons rencontré plusieurs hauts magistrats, nous avons rencontré des représentants de différents partis politiques, nous avons rencontré la société civile ivoirienne. Nous n'avons pas pu rencontrer la présidence et nous n'avons pas pu rencontrer la primature qui n'a pas daigné répondre à nos sollicitations. Parfois il y a des silences qui sont éloquents. Je rappelle qu'à l'époque, en 2012 ou 2013, le président Ouattara avait reçu une délégation de la FIDH à l'époque. Il faut rappeler que c'était au moment où, après la crise post-électorale, il avait promis solennellement que les auteurs des crimes, de quelque camp qu'ils soient, devront rendre des comptes face à la justice. Et là, il avait bien voulu rencontrer les organisations de défense des droits humains. Aujourd'hui, visiblement, c'est autre chose. Ce que nous avons constaté dans le cadre de la reconfiguration du paysage politique et de la volonté légitime de réconciliation, portée même par un ministre de la réconciliation, mais idée de réconciliation qui est omniprésente parmi tous les interlocuteurs, de quelque camp qu'ils soient, à juste titre, nous avons constaté qu'en fait, en réalité, les victimes n'ont aucune place dans cette réconciliation. Les victimes sont les abandonnés de cette réconciliation. On sait qu'en Côte d'Ivoire, il y a la culture du pardon, mais pour que le pardon soit juste et véritable, il faut qu'on écoute la victime. Il faut que la victime puisse être reconnue comme victime, que la victime puisse aussi obtenir justice. Ce sont toujours les deux mêmes aspirations d'une victime, que ce soit un crime de droit international ou un crime de droit commun, c'est être reconnu comme victime et obtenir justice. Et obtenir justice, ça veut dire que les auteurs du crime doivent être amenés à rendre des comptes, si possible devant la justice pénale, la justice naturelle des crimes, ou tout autre moyen. Et à côté de cela, la reconnaissance des victimes, c'est être indemnisé, c'est la réparation. Et nos organisations ont la conviction, après ces entretiens très larges, que tout l'accent est mis sur la réconciliation,
mais qu'on oublie le volet réparation. Le processus d'impunité, qui n'était pas annoncé au départ, vu les engagements du chef de l'État et vu les enquêtes menées et le travail sérieux qui a été mené durant les premières années, s'est heurté en 2017 à cette ordonnance d'amnistie. Ordonnance d'amnistie qui a été transformée en loi d'amnistie par le Parlement. Les juristes pourraient avoir certaines remarques et critiques par rapport à cette transformation d'ordonnance en loi. Je ne peux pas rentrer dans les détails à ce stade-ci, mais cette loi d'amnistie soulève de nombreuses questions. J'ai été personnellement frappé de la méconnaissance parmi les plus hautes responsabilités de l'État du contenu de cette loi d'amnistie. Cette loi d'amnistie prévoit en son article 1er que les personnes poursuivies ou condamnées pour des infractions en lien avec la crise post-électorale de 2010 ou des infractions contre la sûreté de l'État commises après le 21 mai 2011, à l'exclusion des personnes en procès devant une juridiction pénale internationale, ainsi que de militaires et de membres de groupes d'armées. Donc, toutes les personnes bénéficient d'amnistie. Mais l'article 2 dit spécifiquement que la liste des militaires et membres de groupes armés exclus du bénéfice de l'amnistie prévue à l'article 1er, ce que je viens de lire, est arrêtée par les ministres de la Défense, de la Justice et de l'Intérieur et de la Sécurité. Nous avons rencontré ces trois ministères, les hauts responsables de ces trois ministères. Plusieurs ont découvert l'existence de l'article 2, qu'une liste devait être établie par eux. On peut aussi critiquer qu'une loi d'ordre général prévoit un système d'exception qui sera en fait une liste nominative. D'habitude, c'est plutôt les crimes de droit international, les crimes de droit international humanitaire, qui sont d'office exclus de manière générale d'une loi d'amnistie. Les différents hauts responsables, notamment ministériels, ont concédé que peut-être la loi d'amnistie était venue trop rapidement dans le processus. Classiquement, et on a vu ça dans d'autres conflits violents dans d'autres pays, la loi d'amnistie arrive en clôture d'un processus. Ici, la loi d'amnistie est arrivée en plein milieu d'un processus qui, du coup, se fait au détriment des victimes. Pour terminer sur cette liste, après avoir expliqué la portée de l'article 2 aux différents ministères, nous avons sollicité qu'ils fassent des recherches et qu'ils nous transmettent cette liste sur base du principe général de la transparence. Pourquoi ? Parce que nos associations, et en particulier les deux associations ivoiriennes, accompagnent les victimes de ces crimes, les ont accompagnées dès le début pour constituer des dossiers et pour loger, pour déposer des plaintes. Ils ont consigné, ils ont déposé des plaintes entre les mains du juge d'instruction. Mais, comme nous l'a dit le directeur du DACP, M. Daniogo, la loi d'amnistie est venue s'appliquer à toutes les plaintes que les victimes ont déposées, et donc la suite logique, c'est une ordonnance de non-lieu. Eh bien, nous avons constaté avec les avocats de ces victimes qui travaillent avec les deux associations qu'aucun avocat et aucune victime n'avait été notifié de la décision de non-lieu du juge d'instruction. À partir du moment où il y a une ordonnance, mais qu'elle n'est pas notifiée aux principaux concernés, aucune voie de recours n'est possible, et on est dans une espèce de no man's land juridique où rien ne se passe, et où le temps passe, et où la victime se retrouve les mains vides. Donc nous avons demandé des vérifications, on nous a promis qu'on reviendrait vers nous, nous serons extrêmement vigilants, sachant aussi que nous allons déposer un rapport de mission avec des conclusions et des recommandations dans quelques mois. On espère, avant la sortie du rapport, avoir des réponses satisfaisantes. J'aimerais rappeler aussi qu'on a introduit un recours devant le Conseil d'État contre cette ordonnance d'amnistie, vu l'illégalité de cette ordonnance à notre sens. Le Conseil d'État doit se prononcer. On nous a souvent questionné sur l'impact de l'acquittement confirmé en appel de l'ancien président Laurent Gbagbo et de son ancien ministre Charles Blé Goudé par la Cour pénale internationale. La position d'une organisation internationale comme la FIDH, c'est que cette
acquittement consacre l'impunité totale désormais accordée aux auteurs des crimes de la crise post-électorale de 2010 et 2011 en Côte d'Ivoire. L'acquittement des 2 seuls suspects poursuivis devant la CPI signifie que les plus hauts responsables de ces crimes, tant parmi les pro-Gbagbo que les pro-Ouattara, ne seront probablement jamais inquiétés. Et on peut regretter que tant l'État ivoirien que la justice internationale représentée, le juge naturel de ces crimes de droit internationaux au niveau international de la CPI, ont failli à leur obligation d'enquêter efficacement et favorisent ainsi l'impunité qui s'est installée, et de nouveau, et je me répète, au détriment des victimes. Un processus de réconciliation nationale véritable a besoin de la lutte contre l'impunité pour dire la vérité, rendre la justice et garantir une stabilité durable dans le pays. Et quand on parle de lutte contre l'impunité, et on l'a vu lors de nos entretiens, j'ai dit qu'on avait eu beaucoup de rencontres, on a aussi rencontré le Conseil de l'Ordre, le bâtonnier, on a rencontré des hauts responsables au ministère de la Justice, on a rencontré des avocats. Quand on parle de lutte contre l'impunité, il faut une justice efficace. Une constante, en on ou en off, c'est que la justice en Côte d'Ivoire n'est pas à même de fonctionner. Il y a un problème de moyens, et ça c'est la responsabilité de l'exécutif, probablement un sous-financement qui probablement arrange bien de ne pas avoir une justice qui peut fonctionner correctement, mais il y a aussi surtout un manque d'indépendance des magistrats, avec une immixtion de l'exécutif représenté par le ministère de la Justice dans les procédures judiciaires, où finalement les juges soit s'autocensurent, soit n'osent pas prendre de décision sans l'aval de l'exécutif. Ce qui est évidemment une violation flagrante de la séparation des pouvoirs. Et pour justement rendre justice et juger les crimes commis dans la suite du conflit post-électoral, il faut une justice qui puisse fonctionner et qui ne soit pas, finalement, qui ne subisse pas des interférences du camp gagnant dans tant l'opportunité des poursuites que dans les peines appliquées. Et la dernière condamnation de Ouriémé est une illustration d'abord du fait qu'il y a très peu de dossiers qui sont arrivés à leur terme, mais qui montre que les partis politiques d'opposition, quand ils dénoncent le fait que la justice manque d'impartialité et d'équité et donc perd toute crédibilité, eh bien cette critique n'est pas sans fondement. La réconciliation doit aller main dans la main avec une juste réparation des victimes. Et lors de nos rencontres, et notamment au ministère de la Réconciliation, on a évoqué le fait qu'il y a une liste de victimes avec 316 000 noms de victimes. Alors, on n'a pas eu d'éclaircissement sur le fait qu'on parlait initialement de 800 000 victimes et que ça a été réduit à une liste de 316 000 victimes. On n'a pas eu d'éclaircissement sur les critères retenus pour être sur la liste. Mais on n'a surtout pas eu de réponse à notre question de savoir si ces 316 000 victimes avaient été informées qu'elles étaient reprises sur la liste officielle du gouvernement comme étant reconnues comme victimes des crimes dans le cadre des suites du conflit post-électoral. Alors, la réponse est oui, mais on sait qu'il y a la liste. Les organisations de défense des victimes savent qu'il y a la liste. Oui, mais c'est pas parce qu'on sait qu'il y a la liste. D'abord, la liste, elle peut pas être rendue publique, évidemment, pour des raisons évidentes de confidentialité. Mais une victime a le droit de savoir si elle est sur la liste ou pas. Parce qu'il y a peut-être des victimes qui sont sur la liste et qui savent pas qu'ils ont été reconnus comme victimes. Mais il y a peut-être aussi des victimes qui pensent qu'ils sont sur la liste et en fait qu'ils ne sont pas sur la liste. Vu qu'on parlait initialement de 800 000 personnes. Et là, il y a vraiment un travail à faire. Un travail sérieux en faveur des victimes qui n'a pas été fait. Ou qui n'a pas encore été fait. Et qui doit être fait. Travail d'information. Alors, on a commencé les réparations financières pour les victimes et c'est fort bien. Les associations de défense des victimes ont demandé, et on peut le comprendre, que les prioritaires, les premiers dossiers analysés soient les personnes qui ont été tuées par les crimes. Les ayants droit de ces personnes ont droit à une réparation. Il y a environ 1000 dossiers, nous a-t-on dit, au ministère,
qui ont bénéficié de cette réparation, 1 million de francs CFA. Et puis ça a été arrêté. Et on est passé dans une logique de réparation collective, mais sans véritable explication. On nous a pris comme exemple une tour d'eau au bénéfice des collectivités locales, des communautés locales. Alors, une tour d'eau, une route goudronnée, un hôpital, une école, à notre sens, c'est plutôt une mission classique de l'État envers ses citoyens. Si on dit que ça constitue désormais les réparations collectives envers les victimes, il faut aussi le faire avec l'accord des victimes, après un dialogue véritable avec ces victimes. Mais même ce processus de réparation collective est interrompu. Et il faut bien savoir que dans les communautés locales, les victimes souvent vivent avec leurs bourreaux, dans le même quartier, dans le même village, qu'elles n'ont pas obtenu justice, que l'impunité, ce n'est pas un concept vague et abstrait. L'impunité, elle se personnifie quand on voit que le bourreau, un militaire qui a commis des crimes, a une promotion, malgré l'éventuelle plainte déposée. Celui qui a été inculpé, parce qu'il y a eu des inculpations, et nous l'avons salué à l'époque, bénéficie d'une promotion, ce qui est un message évidemment au juge instrumentant, et qui pour la victime est finalement la poursuite de la... Et donc, cette réparation, l'État ivoirien, qui a obtenu un large consensus sur l'importance de la réconciliation, il faut qu'il se ressaisisse et qu'il mette l'accent sur la reconnaissance des victimes et la réparation des victimes. Parce que, même si certains se réjouissent que la situation est apaisée avec la recomposition du paysage politique, mais 2020 a démontré, avec plus de 80 morts lors de l'annonce du 3e mandat, la candidature pour le 3e mandat du président Ouattara, que les violences reprennent très vite. Et on sait, ça, dans le monde entier, des expériences le démontrent, c'est que c'est l'impunité qui rend possible les crimes suivants. Or, la Côte d'Ivoire fait face à des échéances électorales importantes en 2025. Et donc le temps presse pour que le processus de réconciliation soit véritable, avec une vraie place pour les victimes de ces crimes internationaux, une vraie réparation, et seulement à ce moment-là, on pourra se rendre sur cette route de la réconciliation, une réconciliation inclusive avec les victimes. Merci beaucoup.